Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam wa Rasul al-Karim. Tout d'abord, merci aux organisateurs, journée toujours parfaite. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci au laboratoire Infamedis qui nous donne la chance, qui sont toujours dans la formation continue. Un grand merci. Aujourd'hui, je vais parler des dyslipidémies. C'est hier que j'ai appris que j'avais 20 minutes. Donc, je me suis préparé un peu plus. Je m'excuse, je vais être un peu speed pour être dans les temps. Et si elle veut, madame, me pardonner, ça serait gentil. Alors, pour commencer, si on voit les 10 principales causes de mortalité dans le monde, vous voyez très bien, elles sont drivées par les maladies cardiovasculaires. Tout ce qui est syndrome coronaire aigu et tout ce qui est AVC. Le point commun de ces maladies cardiovasculaires, c'est l'athérosclérose. J'aime bien l'athérosclérose en arabe. Est-ce que vous savez comment on dit en arabe l'athérosclérose? Personne. C'est pas vrai. En plus, c'est très beau. Et c'est impactant. Tassallouf sharaïn, heureusement. Ouais, c'est bien. Tassallouf sharaïn, c'est bien. D'accord? C'est important de parler aux malades comme ça. Parce que quand on leur parle, oui, ça fait des AVC, ça fait, ouais, ça traverse, ça rentre par là et ça sort. Mais quand on les impacte, ça peut faire un peu mal. Alors, quand on voit les facteurs de risque qui sont derrière ce tassallouf sharaïn, eh bien, la dyslipidémie n'occupe que la partie émergente de l'iceberg. Et que nous avons un grand nombre de facteurs de risque. Il ne suffit pas de traiter la dyslipidémie pour faire baisser ce risque cardiovasculaire. Il faut essayer de traiter le maximum de facteurs de risque. Il y a des facteurs qu'on peut gérer qui sont modifiables, que vous connaissez, diabète, HDA, la cigarette, etc. Il y a des facteurs reclassants, comme mon ami Dr Emile vous a parlé du score calcique, cette lipoprotéine petit a, donc c'est des facteurs qui peuvent un petit peu reclasser les malades qui sont intermédiaires. Il y a d'autres maladies qu'on oublie, les états inflammatoires chroniques, tels que les maladies rhumatismales chroniques, du fait de leur inflammation chronique, l'apnée du sommeil, la sédentarité, etc., etc. Vous avez la liste qui n'est pas exhaustive. Je vais vous parler d'un cas pratique qui a été présenté dans un grand labo de lipidologie. On est en 1513. Vous imaginez? Il n'y avait ni ECG, ni intelligence artificielle, etc. Et on va vous demander de poser un diagnostic. D'accord? C'est une dame qui a 30 ans, qui vient vous voir pour une douleur thoracique. Bon, il y a la clinique. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça a toujours de la valeur. Je vous présente la patiente. La voici. Eh bien oui. Et donc, je vous invite, quand vous partirez à Paris, d'aller au musée Louvre et de voir le tableau de très près. Eh bien, l'artiste, Léonard de Vinci, il a dessiné dans le détail près. Et si on zoome, regardez au niveau de sa main, cette boursouflure, c'est ce qu'on appelle des xanthomes. Et quand vous voyez au fond de l'œil, c'est ce qu'on appelle les xanthelasma. Et ça, c'est des signes cliniques qui ne trompent pas. C'est surtout chez le sujet jeune et qui peuvent témoigner. Et on parle que Mona Lisa avait la HF, l'hypercholestérolémie familiale. Donc pour vous dire que la clinique, c'est important dans le traitement des maladies cardiovasculaires. La gravité, c'est ça. Quand on fait un syndrome coronaire aigu, que ce soit ST+, ou ST-, ça on peut diagnostiquer. D'accord? Dr Emily vous a bien parlé de la plaque d'athérome, cette fameuse plaque d'athérome, d'accord, qui nous joue des tours. Eh bien, elle va se rompre. Soit elle est complètement occlusive, et vous êtes dans le ST+, soit elle est partiellement, elle va s'occlure et vous êtes dans le non-ST+. Ça, on peut diagnostiquer ça. Cliniquement, ça ne nous pose pas de problème. C'est des gens qui viennent vous voir pour une douleur thoracique. Dès que tu le vois, hop, c'est coronaire, probablement. D'accord? On peut confirmer par ceci. Ça ne nous pose pas de problème. On fait un électro, on a le diagnostic. Sur le plan physiopathologique, ça ne nous pose pas de problème. On sait qu'est-ce qui se passe et on sait comment traiter. Il suffit de casser le caillot par des thrombolytiques ou bien par des angioplasties. On traite en même temps et le caillot et la plaque. Ça ne nous pose pas de problème. Mieux encore, on est équipé pour traiter ceci. Parce que les gens qui font des syndromes coronaires aigus, ils meurent soit en pré-hospitalier, soit même en hospitalier, par des troubles du rythme. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi gérer. Donc ça ne nous pose pas de problème. Parfois, il y a des gens qui échappent. Donc on n'a pas bien reperfusé. On récupère un mauvais muscle. C'est pas bon. Mais on sait traiter ça aussi. C'est les fameux les 4 piliers de cette maladie qu'on appelle les maladies de l'insuffisance cardiaque. On a ce qu'il faut. Mais ça serait bien si on n'arrive pas à tout ça. Et comment? Eh bien, en traitant correctement. En traitant les facteurs de risque, ça serait bien. Et du coup, on a une corrélation anatomoclinique. Plus vous avez, Dr Emile vous a parlé de plaques d'athérome, et parmi ces plaques, il vous a dit les mauvaises plaques, ce sont des plaques qui sont très riches en cholestérol, comme ça,
et finement protégée. Eh bien oui, regardez, quand vous avez des plaques qui sont très riches en cholestérol sur la partie droite de gauche de l'écran, eh bien plus il y a du cholestérol, moins elle est protégée, plus il y a des éléments inflammatoires, plus cette plaque est dite instable, elle va se rompre, elle va vous donner les formes graves. Plus la plaque, elle est moins pauvre en cholestérol, très bien protégée, plus vous êtes devant des formes plus simples. Et du coup, on définit les plaques stables et les plaques instables. Donc, plaque stable, c'est en bas, pas beaucoup de cholestérol, et vous avez la chape fibreuse qui est ici, qui est trop épaisse par rapport à celle du haut. On voit le polylipide qui est beaucoup plus important, et la chape fibreuse fine, donc elle peut se rompre. Autre chose, quand on fait un événement cardiovasculaire, par exemple, le malade, il a fait un syndrome coronaire aigu. Eh bien, dans un grand pourcentage des cas, la plaque d'athérome existe ailleurs. Et elle va parler. Donc, c'est des gens qui ont des plaques, qui sont asymptomatiques sur un autre territoire et qui n'attendent que ça. Donc, pour vous dire que quand une artère parle, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne parle pas ailleurs, et il faut la chercher. Donc, quelqu'un qui a fait un AVC, il faut voir ses coronaires et les membres inférieurs. Quelqu'un qui a fait une anémie, il faut voir et les coronaires et les troncs supraotiques, et on tourne. D'accord ? Et le drame, c'est ça. Ça, c'est un travail qui date quand même, mais qui a toute son importance. Et merci, Dr. Lemini, tu m'as préparé le terrain pour dire que dans un grand nombre des cas, presque 70% des cas, l'infarctus, donc quelque chose de grave, survient sur une plaque dite non significative. Une petite plaque, qu'on n'a aucun moyen de la diagnostiquer. C'est des gens qui ont de petites plaques, de l'ordre de 20-30%. Ça fait 20 ans quand on faisait la coronarographie et quand on tombait sur des lésions comme ça, 20-30%, on répondait aux correspondants, merci, cher confrère, merci de m'avoir confié votre patient, et chez qui la coro est rassurante, parce que je trouve une plaque de 20%. Et on a vu tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Et là, on le confirme. Un grand nombre, dont presque 70%, l'infarctus survient sur ces petites plaques dites non significatives. Et vous voyez, dans 30%, la plaque, elle est significative. Donc, avoir de grosses plaques, ce n'est pas bon, parce que ça peut entraîner des infarctus. Et ça m'interpelle. Il y avait, avant, jadis, il y avait un problème entre les cardiologues et les médecins légistes. Les cardiologues, ils disaient qu'on faisait l'infarctus parce que la plaque progressait, jusqu'à devenir symptomatique, elle bouchait l'artère. Et les légistes, quand ils faisaient les autopsies post-mortem, ils trouvaient le bonhomme est décédé de son problème cardiaque, d'accord, et il disséquait les artères. Et il trouvait un caillot qui a bouché complètement l'artère et pas obligatoirement de grosses plaques, ce que les cardiologues, ils insistaient sur leur théorie. Et les cardiologues ils disaient non, c'est caillot parce que quand vous coupez les artères, il y a des vases vasorum et ça peut saigner, ça peut cailloter. Et donc, qui avait raison, qui avait tort, c'est l'avenir qui va le dire. Et on a la réponse. On a développé beaucoup d'outils pour essayer de détecter cette plaque qui est dite instable. Le gold standard, ça reste la coronarographie, c'est le numéro 4. C'est ça la coronarographie. Là, vous voyez une belle plaque, une belle sténose au niveau du segment moyen de la corona droite. Mais on a des outils. On vous a parlé de l'IVUS, d'accord ? C'est le numéro 5. C'est de l'échographie endocoronaire. Retenez cet examen, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, ça nous permet de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. On a développé l'OCT numéro 8. Tout ça, c'est des outils qu'on utilise, pratique. D'accord ? Et il y a maintenant le scan coronaire. D'accord ? Il y a l'IRM cardiaque aussi. D'autres outils, mais toujours à l'état expérimental, la palpographie, d'autres moyens pour vous dire on est en train de détecter cette plaque instable pour la traiter. Et il y a du nouveau, et vous avez bien vu avec le topo de mon ami Remili qu'on avance sur ce point. Et depuis l'avènement de cette imagerie endocoronaire, on comprend maintenant. Ça, c'était un malade chez qui on a fait des tests d'ischémie qui étaient normaux. On a fait de la coronarographie qui était normale aussi. Mais en faisant de l'imagerie endocoronaire, parce que tous ces examens, ils explorent la lumière interne. Et en faisant cet examen, qui est de l'échographie endocoronaire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la lumière de l'artère qui est respectée, mais on voit une belle plaque qui s'est développée non pas vers l'intérieur,
qui va entraîner une obstruction de la lumière, mais elle s'est développée vers l'extérieur. Et pour peu que cette plaque soit instable, c'est-à-dire très riche en cholestérol fibroprotène, eh bien, elle va se rompre. Et il va faire un infarctus. Et pourtant, ça fait 3 mois, je lui ai fait un test d'ischémie, il était normal. Et pourtant, j'ai même fait une coronarographie, elle était normale. Et là, ça devient un peu alarmant. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait des tests d'ischémie? Pourquoi j'ai fait de la coro? Pourquoi j'ai fait de l'imagerie? Parce qu'au départ, j'avais un patient à haut risque cardiovasculaire. Et c'est ce qu'on oublie. On bilante les gens, on leur donne des médicaments, on fait beaucoup d'examens, beaucoup de bilans, beaucoup, etc. Et quand on ne trouve rien du tout, on s'arrête. Ah, c'est bien, tu as un bon cœur. Ah, c'est bien, on m'a dit que j'ai un cœur de 20 ans. C'est pas vrai. Le départ, c'est un patient à haut risque, il est toujours à haut risque. Donc, si je n'essaie pas de traiter ce malade pour le rendre, pour le sortir de cette cage rouge, nous, on appartient à la cage rouge, hein, vous le savez, d'accord? Donc, pour sortir de cette cage rouge, pour glisser un petit peu au moins vers l'orange, le vert, ça serait trop beau, mais il faut essayer de rendre ces malades moins graves. Et donc, on a ce concept de vulnérabilité de la plaque. Notre patient qui est venu nous voir tout à l'heure, la poitrine, on a fait un infarctus, c'était un décalage en inférieur, vous l'avez deviné. Donc, c'est une artère qui est occluse. D'accord? On voit bien un bout de l'artère ici. Normalement, on a un bout comme ça, donc elle est complètement occluse. Donc, là, on comprend. Mais si je vois plus haut, je vois une belle plaque. Encore plus haut. Encore, ici. Et tout ça, c'est des plaques d'athérome. Et ça peut parler. Ça, je suis en train de voir que l'artère coupable. Si je m'amuse à voir l'autre réseau, donc là, je vois l'autre réseau et je vois une sténose sur une autre artère. Je sors des coronaires, je vois les carotides et je vois une belle plaque carotidienne. Et donc, c'est une maladie ubiquitaire, on vous a dit ça. Donc, devant ce concept de la plaque vulnérable, on a affaire pas à une artère vulnérable, mais à un patient vulnérable. Et devant ce concept, j'ai besoin d'une action non pas focale, il faut traiter. Quelqu'un qui fait un AVC, quelqu'un qui fait un infarctus, il faut traiter, d'accord? Mais j'ai besoin d'une action régionale, mais voire plus systémique. Et c'est comme si vous avez une carie dentaire. Il faut traiter la carie dentaire, mais il faut de la prévention. Comment? Eh ben, le fluor, le dentifrice, etc., etc. Eh bien, quand on fait un syndrome coronaire aigu, il faut traiter l'artère coronaire. Mais pour préserver l'ensemble des artères, on a des médicaments solides et à leur tête, les statines. Ce qu'on sait, ce qui est valide, on sait que les statines font baisser le risque cardiovasculaire. Vous avez les chiffres. On parle de critères durs, d'accord? On baisse les chiffres. Je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez les lire. Deuxième point, dans la vie, il n'y a rien sans rien. Ça, c'est la base de la médecine. C'est une balance, je perds et je gagne. Et bien, de l'autre côté, vous avez des effets secondaires. Et l'effet secondaire majeur des statines, c'est les douleurs musculaires, c'est les myalgies. Il y a un risque de diabète qui n'est pas négligeable, mais les autres signaux sont vraiment pas alarmants, voire nuls. Donc, n'hésitons pas quand on voit la valeur risque-bénéfice. Comment ça se passe? Ça, c'est un travail qui a été publié, ça fait longtemps, ça explique un petit peu l'enjeu des statines. Quand vous traitez un certain nombre de patients, 10 000 patients, avec une statine à dose modérée, eh bien, vous allez gagner, pour le même niveau de LDL, vous allez gagner en réduction d'événements cardiovasculaires. Et là où vous gagnez, quand le risque est important. Donc, quand le risque n'est pas important, le gain n'est pas vraiment intéressant. Mais quand le risque est important, eh bien, vous allez gagner en réduction d'événements cardiovasculaires. De l'autre côté, vous allez avoir des cas de myopathie, de nouveaux cas de diabète, quelques accidents AVC hémorragiques. Donc, la balance risque vaut la chandelle quand on a affaire à des gens qui ont ce problème à très haut risque cardiovasculaire. Là, je m'arrête un petit peu, parce que c'est important de connaître le métabolisme des lipides. C'est un peu complexe, mais je vous invite à revoir le métabolisme des lipides, parce que quand vous comprenez le métabolisme des lipides, le reste est simple. Pour la faire courte, il y a plusieurs voies. Il y a la voie exogène, ce qu'on mange, les lipides qu'on mange, d'accord? Eh bien, ils sont hydrophobes, ils ont besoin d'être transportés. Bien sûr, ils subissent des modifications au niveau de l'intestin, etc. Bon, grosso modo, ils se retrouvent dans des espèces de transporteurs qu'on appelle les chylomicrons. Donc, en postprandial, nous avons beaucoup de chylomicrons qui sont très riches en triglycérides. Il y a du cholestérol aussi. Eh bien, ces chylomicrons vont emmener ce qu'on a mangé, d'accord?
c'est-à-dire ce triglycéride, et ils vont le distribuer vers la périphérie pour être utilisé en énergie ou bien stocké dans les adépocytes. Et en libérant ces triglycérides, il va y avoir des restes de ces chiliomicrons, ce qu'on appelle les remnants de chiliomicrons. Donc retenez le terme remnant de chiliomicrons, qui n'est que le reste, ce qui a été libéré du contenu des chiliomicrons. Et ces remnants sont riches en triglycérides. Retenez ça. Mais ces lipoprotéines, ces espèces de transporteurs qu'on appelle les lipoprotéines, ils ont besoin d'une clé quand ils vont en périphérie, vers les cellules, ou bien au niveau hépatique pour être recyclés. Ils ont besoin d'une clé qui reconnaisse cette lipoprotéine. Et ces clés, c'est ce qu'on appelle les apolipoprotéines. Donc vous avez la lipoprotéine, la première c'est les chiliomicrons, et les apolipoprotéines qui sont à la surface de ces structures qui permettent d'être reconnues par les différents organes pour exercer leur action. La deuxième voie, c'est la voie endogène. Donc le corps sécrète du cholestérol. Et ce cholestérol, toujours par son caractère hydrophobe, il a besoin d'un transporteur. La deuxième lipoprotéine, c'est les VLDL. Donc, ces VLDL, qui sont riches en triglycérides et en cholestérol, eh bien, ils vont subir une certaine transformation pour passer d'abord en IDL, qui sont les restes du VLDL après avoir libéré leur contenu, surtout les triglycérides et du cholestérol, pour donner ce qu'on appelle les IDL, qui sont les remnants du VLDL. Retenez ça, les remnants du VLDL qui sont les IDL. Ensuite, d'autres hydrolyses, c'est-à-dire ils vont libérer aussi leur contenu pour aboutir au LDL, troisième lipoprotéine, qui va, elle, fournir le cholestérol, qui est purement riche en cholestérol, quelques triglycérides, elle va donner son contenu vers les cellules périphériques et ce qui reste va revenir au foie. Leur clé, ces différentes lipoprotéines, les VLDL, les remnants de VLDL qui sont les IDL ou les LDL, leur clé c'est les ApoB. Retenez ces termes. Ensuite, il y a le transfert inverse qui est assuré par les HDL, une quatrième lipoprotéine. Et cette lipoprotéine, son rôle, c'est d'emmener le cholestérol de la périphérie vers le foie pour être catabolisé. Très bien. Donc, c'est une bonne chose. Alors, soit ces HDL vont directement au foie pour éliminer le cholestérol, soit ils échangent avec certaines lipoprotéines, surtout les remnants de VLDL, qui sont les LDL, avec une protéine qu'on appelle la CETP. Retenez ces termes. C'est tout ce que je vous demande. Alors, une lipoprotéine, ça ressemble à peu près à ça. On a connu les 5 lipoprotéines, les chiliomicrons, les VLDL, les IDL, les LDL, les HDL. Et j'ai dit, on a besoin d'apolipoprotéines qui sont à la surface, qui nous servent de clé. L'ApoB, elle est présente dans toutes ces lipoprotéines, à savoir le LDL, les VLDL, l'IDL et la lipoprotéine petit a, donc une autre lipoprotéine. Il y a d'autres lipoprotéines, on nous parle de lipoprotéine petit x, etc. Mais retenons ça, et c'est ça qui forme la fraction hétérogène qu'on reconnaît par leur apoprotéine B. Donc c'est intéressant de doser ces apoprotéines B parce qu'elles reflètent vraiment la vraie fraction hétérogène. On s'intéresse qu'au LDL. Pourquoi? Parce que déjà, il contient les 3/4 du cholestérol circulant, parce que c'est pratique de le doser. Là, c'est une technicité, c'est un coût, etc. Mais si on veut avoir la vraie fraction hétérogène, c'est de doser toutes ces lipoprotéines qu'on reconnaît comment? Par leur clé, qui est l'apoprotéine B. Et donc, il est recommandé de doser cette apolipoprotéine B dans certaines circonstances, surtout en cas d'hypertriglycéridémie. On avance. Un mot sur la lipoprotéine petit a, c'est une autre lipoprotéine, c'est comme qu'on a connu, c'est comme les VLDL, IDL, etc. La particularité de cette lipoprotéine petit a, elle est très hétérogène. Elle est pro-inflammatoire, elle est pro-thrombogénique, si vous voulez. Donc, elle n'est pas bonne. Quand elle existe, ça fait beaucoup de dégâts, que ce soit coronaire, vasculaire et surtout la maladie aortique. Ça donne beaucoup de sténose aortique, surtout chez le sujet jeune. Donc, et on a des cut-offs. Ce n'est pas le but de la manœuvre. C'est pour vous dire qu'il y a des lipoprotéines qui sont très hétérogènes. On la demande dans certaines situations, quand on a des événements précoces, ou bien chez des patients qui sont à la cible et ils rechutent, etc., etc., on peut dire un mot. Un mot sur le non-HDL cholestérol.
D'accord? Ça, c'est intéressant parce que là, on cible toute la fraction qui est hétérogène. Rappelez-vous, cette apoprotéine, les ApoB. Donc, on prend tout le cholestérol et on enlève le HDL et on laisse que la fraction hétérogène. On appelle ça le non-HDL cholestérol. Et c'est intéressant de le doser en cas surtout d'hypertriglycéridémie, d'accord? Parce que comme vous le savez, quand les triglycérides sont très élevés, je ne peux pas calculer mon LDL cholestérol et il faudra le doser ou bien, de façon pratique, calculer le non-HDL cholestérol. Et ce non-HDL cholestérol, on nous donne des cut-offs. Pour être pratique, c'est les valeurs cibles du LDL que vous rajoutez 0,3. Donc quelqu'un que je veux avoir un LDL à 1, son non-HDL c'est 1,30. Quelqu'un que je veux cibler 0,7, son non-HDL il est à 1. Bravo, donc vous rajoutez toujours 0,3. Et donc, un mot sur le HDL cholestérol, pour dire que le HDL cholestérol, c'est un marqueur de risque et non pas un facteur de risque. Plus le HDL baisse, plus le risque cardiovasculaire augmente. Mais est-ce que le fait de l'augmenter fait diminuer le risque? Eh bien, ça a été testé et les résultats sont négatifs. Là, on a utilisé la niacine, il y a une augmentation de 20% du HDL et les résultats, regardez le petit p, il n'est pas significatif. Donc, augmenter le HDL, c'est un marqueur qui nous dit que quand le HDL est bas, il y a un risque, d'accord? Mais le fait de l'augmenter, première étude, vous allez me dire 20%, ce n'est pas beaucoup. On a essayé de l'augmenter de façon importante en inhibant cette CETP. Rappelez-vous, la CETP, cette protéine qui permet l'échange entre le HDL et ses rémanents de VLDL, d'accord? Eh bien, le fait de la bloquer, ça permet d'augmenter le HDL et de façon conséquente. Là, il augmente de 130%. Et malgré la baisse du LDL, eh bien, les résultats sont toujours négatifs. Regardez le petit p qui n'est pas significatif. Donc, le débat est clos. Augmenter le HDL n'apporte pas un plus, parfois même c'est délétère. C'est un marqueur, point à la ligne. Les triglycérides, l'hypertriglycéridémie a une action pro-hétérogène, indépendante et modérée. D'accord? Surtout sur les coronaires, pas d'impact sur les AVC ou la mortalité cardiovasculaire. Comment ça se passe? Eh bien, là, on s'intéresse pas aux triglycérides proprement dit, mais ces rémanents dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'hypoprotéine qui dérive soit des restes du chylomicron, soit des restes des VLDL, c'est ce qu'on appelle les rémanents, et qui sont très riches en triglycérides et aussi en cholestérol. On sait pourquoi le LDL est hétérogène, parce qu'il permet de traverser la paroi artérielle et donner toute la cascade pour former la plaque d'athérome. Les chylomicrons, du fait de leur taille et de leur composition, ils ne peuvent pas traverser. Mais les rémanents de ces lipoprotéines, ou bien les rémanents de VLDL, peuvent traverser la paroi. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces rémanents, à ces lipoprotéines qui sont riches en triglycérides, plutôt que cibler les triglycérides. Il n'y a pas mieux pour baisser les triglycérides que les fibrates. On a essayé les fibrates. Est-ce que ça fait baisser le risque cardiovasculaire? Méta-analyse, pas beaucoup. Dans le détail, sur la mortalité toute cause, vous voyez le petit p n'est pas significatif. Sur les infarctus fatalo-fatal, est-ce que les fibrates font mieux? Toujours le petit p, il n'est pas significatif. Donc ça n'a pas vraiment, ça baisse bien sûr les triglycérides, mais sur des critères durs, vous voyez qu'on ne gagne pas beaucoup. Sur la mortalité cardiaque, donc une écriture très dure, regardez le petit p, il n'est toujours pas significatif. Donc traiter avec les fibrates, ça fait baisser votre paramètre, mais sur des critères. Par contre, sur l'infarctus non fatal, voyez le petit p qui est significatif. Donc heureusement, ça fait baisser un peu les infarctus non fatals, mais moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus dur. Vous avez vu au début que c'était grave et j'ai besoin de quelque chose qui fait baisser mon risque cardiovasculaire de façon conséquente. Et pourquoi on s'intéresse à ces lipoprotéines qui sont riches en triglycérides? Ça va, je suis dans les temps? Ça va. Très bien. Donc, rappelez-vous, parce qu'on a des données épidémiologiques, on a des données biologiques et génétiques. Et ils concordent pour dire qu'il y a une corrélation entre ces lipoprotéines qui sont riches en triglycérides et les éléments cardiovasculaires. Et on attend les études cliniques qui nous confortent pour aller probablement vers une nouvelle cible et un nouveau facteur de risque. Il y a des études qui sont en cours, d'accord, pour vous dire qu'on est en train de cibler cette
toute la cascade, le métabolisme des lipides, il a besoin d'enzymes. Et parmi ces enzymes qui catabolisent ces lipoprotéines, c'est la lipoprotéine lipase, la LPL. Donc on s'intéresse maintenant à cette enzyme en jouant sur des protéines ou des enzymes qui font accélérer son activité. Et parmi ces protéines, vous avez les inhibiteurs de l'apoprotéine C3, retenez ça, d'accord, et les inhibiteurs des angiopoïétines-like 3, pour vous dire qu'il y a des pistes pour essayer de diminuer ces lipoprotéines qui sont très riches en triglycérides. Le LDL reste, malgré tout ce que je vous dis, le LDL reste le facteur le plus athérogène. Là, on ne revient pas. Plus le LDL augmente, plus le risque augmente. Ça, c'est une évidence. Ça fait partie de notre socle. Le LDL, qu'il soit en prévention primaire, en prévention secondaire, à chaque fois qu'on s'attaque au LDL, on est gagnant et on fait baisser le risque cardiovasculaire. Quand vous baissez de 0,4 g par litre, eh bien vous gagnez 20% de quoi? Des événements durs. Donc on parle de ça. On nous parle maintenant de la charge lipidique. Je m'explique. C'est quoi cette charge lipidique? En un mot, je préfère avoir quelqu'un qui a 75 ans avec 2 grammes de LDL, qui vient de les avoir, c'est moins grave que quelqu'un qui a 30 ans avec 1 gramme 2. Parce que celui-là, à l'âge de 30 ans, il a 1 gramme 2, 10, 15, 20 ans après, donc il n'aura même pas la cinquantaine, il aura un problème. Mais à 75 ans, même s'il a 2 grammes, ce n'est pas très alarmant. C'est pour ça qu'on nous dit maintenant dans les recommandations que au-delà de 80 ans, il ne faut pas demander le bilan du cholestérol. Ça ne sert à rien du tout. D'accord? Regardez ce diagramme. La couleur bleue, c'est l'hypercholestérolémie familiale. C'est des gens qui naissent avec 3 grammes de cholestérol. Si je les compare par rapport à la couleur verte, en bas, eh bien, les gens qui ont du cholestérol très tôt à la naissance, eh bien, vers la 3e décennie, ils vont faire des événements cardiovasculaires. Alors que les gens qui n'ont pas de cholestérol, qui ont développé cette anomalie lipidique, eh bien, c'est vers les années 55 ans, 60 ans qu'ils vont faire les problèmes cardiovasculaires. Le mode d'action des statines, vous les connaissez. Alors, on inhibe la synthèse hépatique du cholestérol en bloquant l'HMG-CoA réductase. En plus, on augmente le nombre de récepteurs à la surface hépatique qui nous permet encore de diminuer la clairance du LDL circulant. Il y a du LDL qui circule. Le fait d'augmenter les récepteurs à la surface des cellules permet de capter ce LDL et donc je peux diminuer le cholestérol circulant en plus des effets pléiotropes des statines. Les objectifs, suivant le risque de votre patient, vous avez des objectifs à atteindre. Vous connaissez un haut risque. Le risque modéré, c'est 1. Le haut risque, c'est 0,7. Et le très haut risque, c'est 0,55. OK? Et maintenant, on nous parle de 0,4. Ça descend encore. L'année prochaine, si vous m'invitez, on va parler d'autre chose, probablement. D'accord? Et c'est qui le 0,4? C'est des gens qui sont à la cible, c'est-à-dire ils sont à 0,55 sous traitement, bien sûr sous statine ou bien bithérapie, on verra. D'accord? Et qui refont un événement. Ces gens-là, il faut encore baisser cette cible. Pour arriver à cette cible, il faut utiliser des drogues qui marchent très bien, qui sont puissantes. Vous avez 2 drogues, vous avez l'atorvastatine et vous avez la rosuvastatine 20 et 40 pour baisser, et parfois c'est insuffisant. Je vous parlerai d'une étude, l'étude astéroïde, parce qu'on vous a parlé de la plaque d'athérome, qui était une magnifique rachide. Parfait, ça, et je termine. Alors, on a fait, ça c'est magnifique. Pourquoi j'aime cette étude? On fait de l'échographie endocoronaire et on voit le volume de la plaque. D'accord? Donc, début de l'étude, on a mesuré la plaque par les mêmes opérateurs. On met 40 mg de rosuvastatine, on se voit 2 ans après. Qu'est-ce que ça dit? On refait l'échographie endocoronaire par les mêmes opérateurs et on mesure le volume. Le résultat des courses, bien sûr, ça fait baisser le LDL. Ça fait baisser, regardez ici, le 40 mg, ça fait baisser de 53%. Mais ça fait baisser le volume de la plaque d'athérome. Et de ce concept est né que les statines stabilisent la plaque d'athérome. D'accord? Ça tend vers la significativité. On ne va pas guérir l'athérosclérose, mais l'essentiel, ça ne progresse pas. D'accord? Et quand on voit, ça c'est un grand nombre d'études,
D'accord? Vous avez réversal avec l'atorvastatine et vous avez regardé la stéroïde, il est en bas de la ligne, ça permet de réduire ce volume de la plaque d'athérome. Les autres classes, vous avez l'ézitimib et vous avez les inhibiteurs des PCSK9. D'où vient le 0,55? C'est Iprovit. Le fait de rajouter l'ézitimib aux statines chez les patients qui sont à la cible, eh bien, vous pouvez gagner avec la cible de 0,55. C'est de là que devient 55. Les anti-PCSK9, ça baisse jusqu'à 65%. Les études qui nous donnent cette donnée, vous avez l'étude Fourier, ils sont descendus jusqu'à 0,30 avec un signal de sécurité favorable, et vous avez l'étude Odyssée. Pour dire que vous avez les forces, une statine à forte dose, c'est 50%, vous rajoutez de l'ézitimib, vous êtes à 65%, si vous rajoutez un PCSK9, vous êtes jusqu'à 85%, et à la bonne heure, on a des résultats. Les recommandations, statine, ézitimib et les PCSK9. En cas d'hyperglycémie, statine. Ensuite, vous avez les oméga 3. Une place avec un niveau un peu plus faible pour les fibrates et le phénylfibrate. On a le phénylfibrate, on peut l'associer, mais avec un niveau de preuve. Pourquoi les oméga 3 réduits avec des P très significatifs, on permet de réduire. Malgré tout ça, il y a un risque résiduel. Et parmi ces pistes pour diminuer le risque résiduel, c'est ces fameuses lipoprotéines qui sont riches en triglycérides, et la lipoprotéine petit a, c'est l'avenir. Je termine. Le futur, c'est des molécules qui sont déjà là. Vous avez une statine-like, c'est l'acide bempédoïque. Vous avez l'inclicéran et vous avez des produits qui ciblent ces lipoprotéines qui sont riches en triglycérides. C'est la dernière slide, madame, je vous assure. Là, vous avez la liste des médicaments. Vous pouvez amusez-vous à les voir. Mais moi, c'est ça qui m'interpelle. Regardez, là, on a des statines qu'on prend par voie orale, une fois par jour. Il y a des associations. Maintenant, statine, ézitimib, statine avec les oméga 3, avec les fibrates. Mais c'est toujours des médicaments tous les jours qu'il faut prendre. D'accord? Eh bien, ils nous proposent maintenant des médicaments mensuels, bimensuels, semestriels. Regardez l'avenir, c'est annuel, une injection. C'est comme l'hypertension. Un jour, on va injecter. Et probablement une